Média sur Europe 1, 10h, 11h30 tous les jours avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Vous avez vu Catherine Ney, elle chantonne, oui, ça fait donc du ne soyez bien. pas étonnés si vous entendez un peu un petit fond musical. C'est Catherine Ney qui s'en occupe. Parce que, alors c'est la semaine de la grande famille Europe 1 et alors ce matin donc j'ai l'honneur de vous recevoir Catherine Ney, vous qui êtes chaque vendredi matin aux côtés de Dimitri Pavlenko pour livrer. Et c'est un bonheur. Voilà, pour livrer votre regard politique aiguisé. Vous êtes journaliste, éditorialiste, on le disait sur Europe 1 depuis 1975. Vous étiez à l'Express en fait, quand Étienne Moujotte, alors directeur de la rédaction d'Europe numéro 1, vous a proposé de rejoindre la station. Vous vous souvenez de ce jour-là ? Ah oui, surtout il était temps de quitter l'Express, qui était un journal formidable, mais dont quand Jean-Jacques Servan-Schreiber a voulu faire de la politique, est devenu ministre, et puis après c'était Françoise Giroud, donc on devenait un autre journal, il n'était plus là, Françoise n'était plus là, et quand on a eu la chance de travailler avec cette femme qui a été... oui, mais une école de journalisme, quand on reste à l'Express, c'est la meilleure école de journalisme avec elle, vous voyez. Donc, c'était pour moi, je ne me sentais plus bien, et Étienne Moujotte m'a demandé de venir. Et alors, quand vous passez de l'Express, qui est quand même un rythme lent, et puis moi j'étais une débutante, je ne faisais pas un papier toutes les semaines, mais là vous arrivez... d'abord à Europe, et la radio c'est un robinet qui ne s'arrête jamais, vous voyez. Donc c'est un rythme, d'abord c'est un choc physique, vous voyez, parce que vous arrivez le matin à 9h et puis à la conférence de 19h, c'était comme ça à l'époque, pour savoir ce qu'on faisait le lendemain matin. Il y a Étienne qui me disait « Ah mais tiens Catherine, il y a Jospin qui revient du Guatemala à Roissy à 23h, tu vas y aller ?» Vous voyez, donc on n'est pas, puis il fallait y aller avec un agra qui pèse 5 kilos, vous voyez, on tendait le micro. Alors quand c'était Jospin qui était grand, ça va. Quand c'était un homme plus petit, j'avais l'air de lui tendre une cuillère. C'était épouvantable. Et donc c'était très... Et puis pour le dos, c'était très mauvais, vous voyez. Donc c'était quand même... C'est difficile. C'était physique. Et honnêtement, moi, les premiers mois, je me suis dit, je ne vais pas tenir. Voilà. Et Albin me disait, mais écoute, arrête, fais autre chose. Et je lui ai dit, non, je mâche du fer, je resterai, je m'accroche. Voilà. Et alors racontez-nous un peu l'ambiance à Europe 1 dans les années... alors, le plus grand... c'était très très différent aujourd'hui, parce que d'abord, il y avait un bar Martini avec, comme on dit, open bar pour l'alcool à partir de midi, où la rédaction venait. Ben oui, on venait, tous les journalistes peuvent, il y avait quelqu'un derrière qui servait, et moi j'ai... Mais c'était un bar dans la rédaction ? C'était un bar dans la rédaction. D'accord. Oui. Donc il y avait apéro tous les midis, quoi, voilà. C'est ça. Enfin, pas exactement dans la rédaction, mais à côté des toilettes, dans un autre endroit, à côté de la grande salle où on faisait les grandes émissions. Voilà, je vous dis tout. Et donc, là, on pouvait prendre des martini gin, et par exemple, vous voyez, André Arnaud, qui était la grande vedette du Trésor, et moi, je faisais très souvent des papiers dans le Trésor. Alors, il entrait dans le studio avec un panier dans lequel il y avait ses dépêches, en fait, tout ce qu'il allait lire. Dessus, il y avait un paquet de cigarettes et son briquet du pont en or. Oui, parce qu'on fumait dans les studios. Ah, mais on fumait partout. Et ça de whisky pur, vous voyez. Et à la fin... quoi. Comment ? Vous nous faites signe là, mais c'est une demi-bouteille de whisky. Enfin, un grand verre. Enfin, un bon tiers. Un grand tiers, voilà. Et donc, il fumait tout le temps. Et donc, à la fin de l'émission, on ne s'y voyait plus. On avait les yeux qui piquent. Lui, il avait fini son paquet de cigarettes et son whisky. Après quoi, il allait déjeuner à la cantine et il faisait la sieste dans son bureau toute la journée, jusqu'à 5h. Voilà, donc. Forcément, alors parfois, du coup, ça s'entendait un petit peu à l'antenne. On a d'ailleurs une archive sonore en ce sens. Écoutez André Arnaud à l'antenne d'Europe 1. Bon, mais tout le monde est en joie ce soir. Je dois dire d'ailleurs que avant de commencer ce journal, nous avons tous bu une coupe de champagne. Je dis pas le contraire, ou un demi-verre de whisky, c'est pas vrai. C'est exceptionnel, ça n'en arrive que très rarement. Mais notre directeur de la rédaction, Jean Gorini, est père d'un superbe garçon qui s'appelle Olivier, et donc cela a été fêté aujourd'hui dans la rédaction comme cela devait se fêter. Je pense que par conséquent, même si nous sommes un peu gays ce soir, nous ne sommes pas fous d'ailleurs, faut le dire. Non, pas avec un demi-verre de champagne.
Dieu sait, demi-coupe. Mais enfin, ça nous a mis en gâté, quoi. Demi-coupe de champagne, voilà, c'est ça. Oui, je me souviens d'une émission, on avait invité Robert-André Vivien, qui était un député gaulliste, et puis il y avait un député communiste, et on leur avait mis d'office un verre de whisky comme ça, et à la fin, l'un et l'autre n'articulaient plus très bien. Voilà. C'est incroyable. Et c'était... Oui. Et alors, la manière de travailler, j'imagine que c'était très différent aussi d'aujourd'hui, parce que forcément, là, on a tous nos outils technologiques et nos dépêches AFP qui tombent sur notre ordi. Parce que vous enregistriez, puis après, il fallait aller en cabine pour monter la bande. Et d'ailleurs, on découvre beaucoup de choses parce que sur les langues, parce que vous voyez que le français est une langue avalée. Parce que dès que vous mettiez la bande à l'envers, on avait l'impression de parler allemand, vous voyez, ou arabe. Vous voyez, donc, et c'est pour ça aussi que la difficulté pour les Français d'apprendre la langue, c'est entre les langues avalées et les langues rejetées. Voilà, et c'est donc, on apprenait des choses comme ça. Et vous avez toujours été branché sur la politique ou vous êtes allé sur d'autres terrains? Ah non, c'était la politique. Oui, j'étais dans le service politique à l'Express en étant, vous savez, on était très, très, très spécialisés. Moi, quand j'étais engagée par Jean-Jacques Servan-Schreiber, comme j'étais la dernière, il m'a donné les gaullistes parce qu'il pensait que De Gaulle, c'était fini. Il m'a dit ça donc en fin 67, et moi je lui ai dit, cause toujours mon lapin, voilà, De Gaulle est là, il en a pour un moment. Enfin, c'est vrai. Et dans le fond, c'était une prophétie autoréalisatrice parce que 3 ans après, De Gaulle est parti, vous voyez. Donc, j'avais les gaullistes, mais après 68, c'était un cheptel important. Michel Cotta s'occupait de la gauche, a été dans son couloir, et Irène Allier des centristes, vous voyez. Donc, moi, je suis arrivée à Europe en connaissant assez mal la gauche, vous voyez. Mais il n'empêche que dans un service politique, on était de garde politique un week-end sur 2, vous voyez, parce que le service politique, c'était Gérard Carrérou, Robert Namias et moi. Et Gérard Carrérou était le chef, Robert était mon alter ego, mais il s'est fait vite nommer sous-chef, vous voyez. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on ne m'envoie plus tendre mon micro à la sortie du Conseil des ministres, vous voyez, parce que je trouvais que c'était un geste, je vous l'ai dit, désobligeant. Je me suis dit, il faut que j'écrive un livre, comme ça, c'est des choses que je ne ferai plus. Et c'est ce qui est arrivé, vous voyez, j'ai commencé comme ça. Mais donc, c'était difficile. Ce qui a changé aussi dans les liens entre le personnel politique et les médias. J'imagine que ça a beaucoup changé depuis que vous faites ça. D'abord, à l'époque, oui, parce que... J'ai l'impression que les politiques ils se méfient plus des médias, par exemple, aujourd'hui, qu'il y a plus d'éléments de langage. Ils se méfient plus des médias parce qu'à l'époque, le off et le on existaient. Voyez, donc on déjeunait avec oui, quand on disait, puis voyez, et si vous et puis vous savez il y avait les radios, il y avait 2 hebdos, 3 hebdos, mais il n'y avait pas les chaînes les chaînes d'infos en continu, il n'y avait pas les chaînes, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas le portable, voyez, donc c'était c'était une période après 68 qui était beaucoup plus libre, c'est-à-dire que dans les rapports hommes-femmes, mais c'est vrai que on peut être dragué, et peut-être qu'il y en a, est arrivé que certains soient un peu relous, quoi, ça c'est sûr. Mais ça a dû vous arriver aussi vous-même. Oui, mais moi comme j'étais grande, vous voyez, ça a écarté quand même. Vous voyez, ça en écarté quelques-uns. Donc. Ça en écartait quelques-uns, mais il y avait toujours de l'humour. C'était plutôt, c'était la chanson de Zanini, tu veux ou tu veux pas. Voilà, si tu veux pas, tant pis, vous voyez. Mais en revanche, il y avait une parole libre pour des gens que vous connaissiez à peine et qui vous racontaient leur bonne fortune amoureuse dans un déjeuner. On n'en demandait pas tant, vous voyez. Donc c'était et les rapports étaient entre hommes et femmes dans la rédaction. Si un garçon vous faisait un compliment, vous disiez, t'as de belles jambes, vous n'alliez pas au commissariat pour porter plainte. Vous voyez, donc c'était quand même une période plus légère. Allez, restez avec nous, Catherine Ney. On va continuer à discuter de tout ça. Et puis, on va accueillir la philosophe Julia de Funès pour un livre où elle nous donne des outils essentiels pour essayer de sortir un peu des débats binaires. Ce sera dans un instant sur Europe 1. Et toute cette semaine, vous le savez, votre